Nous allons faire une petite synthèse un petit peu de la journée ou de ces 2 jours sur les aspects bilan clinique et paraclinique et sur la diète protéinée. Alors, l'important, on a vu plusieurs manières de faire des anamnèses, anamnèse physique, anamnèse clinique, psychologique et biologique. D'ailleurs, l'important c'est de caractériser le surpoids avec mesure du rapport taille sur hanche, de l'IMC, éventuellement, pourquoi pas de faire une impédance pétrie, et regarder l'évolution du poids de l'enfance au jour où la personne vient en consultation, rechercher différents facteurs étiologiques, des facteurs iatrogènes, éventuellement liés à la pollution ou liés aux médicaments, puisque plusieurs médicaments peuvent favoriser le surpoids. Et puis, est-ce qu'il y a des troubles hormonaux connus, des facteurs psychiques déclenchants. On peut voir l'évolution de l'appétit et du comportement alimentaire par, je dirais, quatre types de tableaux. Il y a 4 petites questions à poser. Est-ce que le sujet mange avec faim ou pas faim? À quelles heures il a faim? Est-ce qu'il y a des symptômes associés? Est-ce qu'il y a des attirances innées ou acquises pour le sucré, le salé, le gras ou les protéines? Parce que selon le type d'aliment qu'il va rechercher, ce n'est pas exactement la même prise en charge. Il peut y avoir un déséquilibre alimentaire, cycle du sucré, où il y a une ingestion de glucides à index glycémique élevé, non associé à des protéines et à des fibres, et que c'est glucides pendant les repas, et des repas espacés ou trop légers, entraînant une hypoglycémie réactionnelle ou directe, avec sensation de faim, baisse de concentration, sensation de faiblesse, somnolence, tremblement, irritabilité, agitation, colère, agressivité, survenant de préférence en fin de matinée ou en fin de soirée et avant le repas. C'est-à-dire que le sujet va se retrouver en hypoglycémie. Et souvent, ça peut la partie alimentaire, dans certains conseils alimentaires, on peut résoudre ce problème-là. Et en général, on l'a vu l'autre jour avec le professeur Rapin, ça peut être souvent une influence de tryptophane, puisque ce sujet-là, du fait d'être en déficit de tryptophane, il va manger du sucré qui va améliorer le passage du tryptophane dans le cerveau. Il peut y avoir un problème de compensation alimentaire. C'est-à-dire que là, c'est une compensation alimentaire par rapport à un stress psychique en fonction. Donc, l'alimentation est calquée sur l'évolution du stress au cours de la journée ou de l'anxiété. Et ce sont aussi des gens qui ont peur de manquer et qui font des réserves alimentaires dans tous les placards, et qui vivent toujours avec sur eux de l'alimentation. Enfin, vous avez les compulsions glucidiques carbohydrate craving, qui sont là pour augmenter la synthèse cérébrale de sérotonine, neurotransmetteurs qui atténuent les tensions pulsionnaires sur un terrain dépressif et parfois saisonnier, avec des consommations à heure fixe à distance des repas. Et les repas les calment et ils vont mieux. Et enfin, vous avez l'aspect boulimie, voire boulimie anorexie, dont on vient de parler. Il ne faut pas mélanger, vous avez l'anorexie type et puis la boulimie anorexie, c'est-à-dire que c'est sujet qui se fait régulièrement, qui mange et puis qui se fait vomir après. Et c'est pas évident j'ai eu un ami qui vivait à côté il était avec une danseuse anorexique et il s'en est absolument pas rendu compte pendant plusieurs années. Jusqu'à ce qu'il se rend compte qu'en fait, après chaque repas, il allait aux toilettes pour se faire vomir. Voilà. Donc ça, c'est pour pas. Alors, au niveau biologique, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ionogramme sanguin, une AGPO à la première consultation. On a vu que une glycémie à jeun, ça ne donne pas beaucoup de renseignements. L'important, c'est de voir comment évolue la glycémie et l'insulinémie sur 3 heures, en faisant des prélèvements toutes les 30 minutes. Parce que là, on va voir s'il y a une insulinorésistance. Et la glycémie d'ailleurs postprandiale est beaucoup plus informatique et prédictive de risque de mortalité que la glycémie à jeun. Et la prise en charge ne sera pas forcément la même. On peut faire au moins une mesure de l'équilibre du cholestérol à la première consultation qu'on pourra renouveler dans les 3 mois si c'est normal. Triglycérides, urée, créatinine, acide urique, CRP ultrasensible, on en a déjà parlé. Malondialdéhyde ou test Ford qui sont des tests du stress, de mesure de l'activité du stress oxydant sur sang capillaire. On peut mesurer la ferritine pour savoir s'il y a une carence en fer, parce que c'est vrai qu'on donnera du fer que si le sujet est carencé.
On peut éventuellement faire un profil des oligo-éléments plasmatiques et globulaires. Faire une TSH ultra sensible avec un dosage de LT3 ou LT4, sulfage de DHEA. On a vu hier l'intérêt de traiter une hypothyroïdie et un déficit en DHEA. Et éventuellement un test ImmuPro 300 pour savoir s'il y a des allergies alimentaires. On l'a déjà vu tout à l'heure. L'optique est de pouvoir prescrire en fait un régime adapté des produits protéinés pour lequel le sujet n'est pas allergique. Si vous faites une diète protéinée, je dirais pure et dure, hein, c'est-à-dire que à 1200 calories, il est obligatoirement nécessaire de surveiller l'état cardiaque, hein, au moins un électrocardiogramme, et à chaque fois que le sujet aura perdu 12 kilos, au moins, hein, et lors de la survenue de toute palpitation. On peut faire un électrocardiogramme d'effort. Bon, ça, en général, ça se fait par le cardiologue à l'hôpital, hein, ou en clinique avec un service de réa. Hein, parce que j'ai eu un ami, il est mort d'un ECG d'effort. Hein. Donc, on peut faire aussi donc, une mesure de la composition corporelle par impédance Petri. Hein, et on va renouveler cette mesure à chaque consultation. Hein. Et la consultation, on peut les faire une tous les 10 jours ou au moins une par mois minimum. On peut faire dans certains cas même des échographies abdominales susmésocoliques pour chercher s'il y a une stéatose hépatique, s'il y a une lithiase vésiculaire, qui sont des pathologies courantes associées à l'obésité. On peut faire une échographie pelvienne chez la femme pour voir s'il y a une hyperandrogénie et voir notamment s'il y a une polykystose ovarienne notamment qui survient souvent en cas d'hyperinsulinisme. Voilà. Donc ça, c'est le bilan. Maintenant, on va voir directement qu'est-ce que c'est que la diète protéinée. Alors, il y a plusieurs dénominations. Hein. Ça peut s'appeler VLCD, régime à très basse calorie, ou VLED, Very Low Energy Diet, ou Very Low Calorie Protein Sparing, régime d'épargne protéique à très basse calorie. Hein. Ce sont des régimes à moins de 800 kilocalories, hein, qui ont des apports protéiques normaux, voire même supérieurs à la normale, puisque normalement, c'est 0,8 grammes par kilo de poids. Et là, on est plutôt à 1,4 g par kilo de poids idéal pour les hommes et 1,2 g par kilo de poids idéal. Normalement, l'indication, c'est un IMC supérieur à 30. Il y a un autre régime qu'on appelle le régime paléolithique. Hein. Pourquoi ? Parce que anciennement, je dirais, l'homme était un chasseur-cueilleur et mangeait principalement des produits de la chasse et des baies. Il n'y avait pas du tout d'alimentation sédentaire, donc pas de culture. Hein. Et donc c'est un régime quand même qui était hypocalorique à 1200 kilocalories. C'est un jeûne modifié d'épargne protéique. Hein. C'est un régime hypoglucido-lipidique, hein, hyperprotidique, dont l'apport protéique est similaire, avec une indication en IMC supérieure à 25. Alors la diète protéinée, normalement c'est IMC supérieur à 30, un surpoids de plus de 30% par rapport au poids idéal, où il y a une nécessité de perte de poids importante et rapide, notamment avant une intervention chirurgicale, avec des risques de complications liées à l'obésité, un diabète de type 2, voire souvent un syndrome d'apnée du sommeil. Donc on va réserver la vraie diète protéinée sévère à moins de 800 calories dans des cas d'obésité très sévères pour lesquels on a besoin d'une réduction pondérale parce que le pronostic vital est en jeu. Hein. Et en général, on ne devra pas dépasser 4 semaines. Hein. Le régime paléolithique, on peut le faire beaucoup plus longtemps, hein, 12 à 7 semaines, 2,5 à 3 mois et demi. Et le problème, c'est que les sujets continuent la diète, ils perdent de plus en plus de masse grasse et leur capacité à conserver la masse maigre est compromise. Donc il y a des risques de complications relatives à la perte de masse maigre, notamment en particulier des problèmes cardiaques. Hein. Donc la diète protéinée est réservée vraiment pour moi, c'est limite dans un centre, un hôpital. Moi je ne la fais pas personnellement en ville. Hein. Le régime paléolithique peut se faire en ville. Il faut savoir que la diète protéinée a surtout été développée aux États-Unis, mais ça se fait dans des centres. Et on les prend pendant les gens, ils sont pris 4 mois. C'est pas du tout quelque chose qui se fait en ville au vu des risques et des effets secondaires. Les contre-indications absolues de la diète protéinée, bien sûr, c'est enfants, adolescents, femmes enceintes, allaitantes, personnes âgées de plus de 65 ans. Tous les troubles du comportement alimentaire sont contre-indiqués à ce type de régime, toutes les conduites addictives.
S'il y a une dysfonction sérotoninergique non traitée, il faut d'abord traiter la dysfonction sérotoninergique et toute perturbation psychologique sévère. On ne fera pas non plus ce type de régime en cas de maladie vasculaire sévère, trouble du rythme, infarctus myocarde, encore instable, insuffisance cardiaque décompensée, AVC, artériopathie cérébrale. D'autres maladies sont contre-indiquent ce type de régime: porphyrie, pathologie hépatique, insuffisance rénale, désordre hydroélectrique, hypotension orthostatique et maladies métaboliques héréditaires. Il y a quelques contre-indications relatives où il faut d'abord traiter la pathologie, et si la pathologie est correctement traitée, on peut faire ce type de régime. En cas de goutte, lithiase rénale, de cardiopathie ischémique, de diabète non insulino-dépendant traité par des subfamilles de hypoglycémiants, d'hypertension traitée avec des risques d'hypotension et d'anémie. Dans le cas de le diabète de type 1, dans certains cas, si c'est au début d'un cas de diabète de type 1, on peut faire ce type de régime, mais ce n'est pas pour traiter le surpoids, c'est pour traiter l'aspect diabétique. Voilà. Alors à peu près, comment se passe ce type de régime, à part les apports protéiques qui se font souvent sous forme de sachets. Ça peut être au départ, c'est très fort, on fait des protéines sous forme de poudre matin, midi, soir. Et souvent on l'associe à des complexes vitamines, minéraux, éventuellement multi-antioxydants, des huiles de poisson. On l'a vu hier, l'intérêt de consommer des oméga 3, même avec des acides gras polyinsaturés à longue chaîne associés à des protéines, on va maigrir beaucoup plus vite que sans acides gras polyinsaturés. Des citrates de calcium et de magnésium, parce que c'est important d'alcaliniser le terrain, parce que les gens qui sont souvent en surpoids, ils ont souvent un sang acide. Ça se mesure par l'excrétion nette acide au niveau des urines. Et donc, surtout qu'ils consomment pas mal de protéines, donc c'est assez acidifiant. Donc, il faut contrebalancer l'acidité de l'organisme par du citrate de calcium et de magnésium, mais il y a d'autres techniques alcalinisantes qui fonctionnent aussi. On peut donner aussi de la vitamine C, des symbiotiques avec un prébiotique, un probiotique. Moi, j'utilise un produit qui s'appelle Terisor, le labo devait être là, mais malheureusement, il a loupé l'avion. Donc, qui est un produit qui associe des prébiotiques et des probiotiques. On vous l'a expliqué ce matin pourquoi c'est très important. 250 grammes de légumes pauvres en glucides par jour, artichauts, aubergines, asperges, bêtes, brocolis, champignons, choux de Bruxelles, chou-fleur, choux rouge, choux vert, concombre, courgettes, endives, épinards, haricots verts, oseille, navets, poivrons, poireaux. 250 grammes de crudités pauvres en glucides, avocats, céleri, salade verte, fenouil, radis, tomates, germes de soja, et 250 grammes de fruits pauvres en glucides, tels que cassis, fraises, framboises, goyaves, groseilles, melons, myrtilles, pamplemousse, papaye, pastèque. Ça, c'est malheureusement plutôt des fruits d'été que d'hiver. Bon, ça, c'est le Terisor que j'utilise à 4 heures, qui associe donc des probiotiques, 5 prébiotiques, 3 probiotiques et associe aussi du tryptophane en provenance du soja. D'où l'intérêt de le prendre à 4 heures. On l'a vu hier en chronobiologie. Des minéraux, calcium et zinc, et puis des enzymes pour favoriser la digestion. Et du magnésium. Voilà. Donc c'est un produit qui résume un petit peu les différentes approches qu'on a vues hier. Alors les modalités de la diète protéinée, c'est au moins pendant 4 à 12 semaines. Cette poudre de protéines, 1,4-1,2 g de protéines par kilo de poids idéal. On prend le matin, midi, goûter et soir dans de l'eau plate alcaline, par exemple Vitel, chez nous. Des sels de potassium et de magnésium pour accompagner les légumes. Et ce type de régime peut être bénéfique pour ces individus, mais ça doit être réservé exclusivement sous la surveillance d'une équipe médicale multidisciplinaire, avec un suivi clinique par un médecin, conseil nutritionnel par un diététicien, éventuellement un suivi par un psychologue associé. Le régime paléolithique, lui, peut se faire en ville, à mon avis. On va utiliser moi j'utilise plutôt des poudres végétales. En général, je n'utilise pas de poudre laitière, parce que malheureusement c'est la majorité des produits. Pourquoi ? Parce que les principales allergies de type 3, c'est principalement ces produits laitiers. Et il existe même, il ne nous en a pas parlé ce matin, mais dans les tests d'Immupro 300, on teste aussi 5-6 protéines séparément. Et après, on peut avoir la protéine qui ont été testées non allergiques.
Donc on peut faire vraiment donner des protéines qui correspondent au profil immunitaire du patient. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Des huiles végétales, 2 cuillères à soupe par jour d'huile d'olive, lin, colza, noix et chanvre. On va consommer donc des volailles maigres, poissons, crustacés, blancs d'œufs en alternance. Au moins le matin au petit déjeuner pendant un mois, puis le midi en remplacement de la poudre protéinée pendant un mois. Et on va continuer le temps nécessaire pour obtenir l'objectif pondéral avec un demi-sachet de Thérisor au goûter avec la poudre protéinée le soir. Alors on peut en général faire un sachet pendant 2 semaines et puis après on peut passer des fois un demi-sachet par jour. Apéritif les olives. Donc l'optique c'est inclure dans le protocole de diète protéinée, c'est d'inclure un modèle alimentaire avant, pendant et après la période de restriction calorique. C'est-à-dire qu'il faut former le patient à comment bien manger. Commencer par un régime paléolithique, par exemple à 1200 kcal pendant 1 à 4 semaines, laisser le temps à l'organisme de s'adapter à cette restriction calorique. Entraîner une élévation progressive de la diurèse par rapport à l'introduction brutale de la diète protéinée. Évaluer la capacité des sujets à adhérer au régime. Certains font des diètes protéinées pures entre 400 et 800 calories pendant 4 semaines. Mais là, c'est vraiment avec un suivi très poussé, clinique, et une prise en charge vraiment très poussée du patient par une équipe pluridisciplinaire. Et en plus, si malheureusement ce régime à 1200 caloriques n'a pas suffisant, parce qu'il y a des gens à 1200 kilocalories, ils ne perdront pas 1 gramme. Il faut aller beaucoup plus loin. Moi, je connais des gens à 1200 calories, ils mangent, mais ils ne perdront pas 100 grammes. Et au-dessus, à 1500, ils prennent du poids, et il faut descendre en dessous pour perdre du poids, malheureusement. Et derrière, on va reprendre un régime paléolithique à réalimenter à 1000 kilocalories. Et on essaiera de les stabiliser à 1200-1500 kilocalories. Si on peut les stabiliser, mais voilà. Il faut voir aussi, on peut utiliser, non pas sans être orthorexique, ni sans être anorexique, la restriction calorique dans un objectif de ralentissement du vieillissement. On en parlera dans le cadre d'un prochain symposium. Et il faut savoir que dans ce cadre de restriction calorique, des gens à 1500 kilocalories par jour, ils maintiennent leur poids. Moi, je pratique ce type de régime pas tout le temps, mais je le pratique assez régulièrement. Je ne perds pas de poids à 1500 calories et je vis normalement en pleine forme. Je ne suis pas anorexique pour autant. Donc, il y a eu pas mal de recherches, donc des gens qui sont stabilisés à 1500 et au-delà de 1500 kilocalories, ils vont prendre du poids. Donc, il ne faut pas chercher à les remonter au-dessus. Il y a la méthode japonaise, où ils font 3 jours d'intervalle à 1200, 1000 et puis 700 kilocalories, 14 jours à 380 kilocalories, et on remonte 700, 1000 à 1200 kilocalories. Bien sûr, c'est important de boire de l'eau riche en calcium et magnésium, éventuellement en sodium, parce que ces gens vont perdre du sel. Pendant la diète protéinée et le régime paléolithique, établir toujours les pertes de masse maigre par impédance-métrie. Si on est en régime paléolithique en faisant un vrai repas le matin, 1 fois par mois, ça suffit. Par contre, si on est en diète protéinée, c'est au moins 3 fois dans le mois, avec éventuellement un ECG 1 à 2 fois par mois. Et bien sûr, on considère une activité physique conséquente hors de période de diète protéinée, mais pendant la diète, on peut faire une activité physique modérée. J'ai eu des gens qui ont fait des diètes protéinées, qui sont anciens sportifs, qui se sont remis à faire de l'effort physique très rapidement, intensif. Et bien sûr, au bout de 2 semaines ou de 8 jours, ils étaient contents, ils avaient perdu du poil. Mais à l'impédance-métrie, ils n'avaient perdu que du masse maigre. Ils n'avaient pas perdu un poil de graisse. Donc attention, perdre du poids, pour ça que c'est important de faire un suivi d'impédance-métrie et de ne pas reprendre le sport intensif quand on fait ce type de régime. On apprendra à la personne à se renutrir correctement, et on réintroduira progressivement la nourriture. Et l'important, c'est de maintenir la réduction pondérale en continuant le suivi diététique même après la fin du régime. Et il faut qu'il y ait un suivi pendant au moins 1 an. C'est comme tout sevrage, c'est globalement c'est minimum 1 an. Alors, par exemple, moi, tel que je conçois le régime paléolithique, j'ai le mois 1 de régime paléolithique où il y a un petit déjeuner avec 250 grammes par jour de crudités pauvres en glucides, des pâtes tartinées d'oléagineux sur des galettes de riz ou de sarrasin, un thé, un complexe de vitamines et minéraux, plus des acides gras oméga 3. Le déjeuner, une poudre protéine végétale,
avec 250 grammes de légumes pauvres en glucides, un goûter avec Thérisor, avec des prébiotiques, voire éventuellement un yaourt de chèvre ou de soja, et donc un dîner avec des poudres végétales, 250 grammes de fruits autorisés pauvres en glucides, thé, complexe de vitamines minéraux, plus oméga 3. Le mois 2, on continue comme le mois, sauf qu'on va remplacer le déjeuner les protéines végétales par des œufs ou du poisson ou de la volaille. Et le mois 3, on peut remplacer aussi œufs, poisson ou volaille. Et ensuite, le mois 4, soit on peut directement passer au 2 ou au 4. Je donne des conseils nutritionnels qu'on va voir ensuite, qui sont ceux-là. Des fruits 1 à 2 fois par jour, dont jus de fruits, des crudités 2 fois par jour, des légumes verts 2 fois par jour, donc crucifères, des légumes racines 1 à 3 fois par jour, des algues 1 à 2 fois par jour, des céréales sans gluten 1 fois par jour, des oléagineuses sous forme de graines de crème 1 à 2 fois par jour, légumineuses tofu 1 fois par jour, des acides gras, des huiles riches en oméga 9 et en oméga 3 1 à 2 cuillères à soupe par jour, dont poisson gras 1 à 2 fois par semaine, des poissons 2 à 4 fois par semaine, mollusques 1 à 2 fois par semaine, coquillages crustacés 1 à 2 fois, des œufs 4 à 6 fois par semaine, des volailles 1 à 2 fois par semaine et des yaourts 1 fois par jour. Eau minéralisée alcaline, thé vert 1 à 5 tasses par jour. Fatalement, c'est ce que je pratique quotidiennement depuis assez longtemps. Donc, l'important, c'est de donner un conseil nutritionnel durant le régime pour quitter la nutrition après la cure, d'établir de saines habitudes alimentaires, de continuer à suivre le patient tous les 1 à 2 mois pendant 1 an après la diète protéinée. Et si au bout de 3 mois, la perte de poids est consolidée, réduire progressivement le traitement sur 3 mois. Et dès la reprise de 2 kg, reprendre un régime paléotique pendant 1 mois. On estime que le régime est achevé seulement lorsque le sujet aura montré un comportement physique de restriction alimentaire volontiers, particulièrement lors de stress, de retour à une habitude alimentaire correcte, de sens du bien-être et d'équilibre de vie. De promouvoir aussi une activité physique régulière et conséquente. Et enfin, d'arrêter immédiatement le régime d'épargne protéique si les tests médicaux et ou la perte de poids indiquent une augmentation des risques pour la santé. Alors, il peut y avoir quelques petits effets secondaires de la diète protéinée pure, c'est-à-dire que dans le cas de la diète protéinée pure, c'est le matin, il cède des sachets de protéines, c'est pas un repas, pas un vrai repas. Bon, là, il peut y avoir donc une haleine acétonique, des signes généraux de fatigue, d'asthénie, de céphalée, de vertige, frilosité, crampes musculaires, des signes de type de constipation, bon, on traitera par le mucilage, ou de la diarrhée, là, on peut donner des symptômes, nausées, vomissements, douleurs abdominales, des signes hépatiques, lithiase biliaire et infraclinique. Là, on peut donner des lursans, l'acide ursotoxicolique. Ça peut donner des coliques hépatiques, une inflammation portable. Voire même parfois, on a décrit des cas de fibrose portable. S'il y a des signes cardiovasculaires, il va falloir arrêter la diète. Ça peut donner une hypotension orthostique, syncope, un allongement de QT à l'ECG, et voire même une baisse de contractilité myocardique. Ça peut donner une dysménorrhée, une hyperuricémie, une anémie, des troubles trophiques avec type de peau sèche, cheveux cassants, fin interne, chute de cheveux, qu'on va éviter notamment si on donne des bons minéraux et des oméga 3. Par contre, l'avantage, c'est qu'il y a une réduction pondérale qui va se faire 2 à 5 kg la première semaine. C'est assez rapide. Mais surtout, en fait, c'est parce qu'il y a une perte hydrique. En fait, il y a le glycogène musculaire qui va disparaître. Et la perte de glycogène musculaire va entraîner une fuite d'eau. Donc, la première semaine, on perd principalement de la flotte. Et après, on commence on perd vraiment de la graisse à partir de la 2e semaine. Et on va perdre à peu près entre 7 à 12 kg le premier mois, ça représente 300 grammes par jour à partir de la 3e semaine. Et au bout du 3e mois, on peut perdre jusqu'à 20 kg. La réduction pondérale est plus importante par VLCD que par régime traditionnel pauvre en calories. C'est beaucoup plus facile à suivre pour les gens. Moi, les gens en général qui y sont, ils disent c'est facile à suivre, c'est pas difficile. Ils n'ont pas l'impression de se restreindre une fois que c'est les 3-4 premiers jours difficiles. Puis après, c'est pas difficile. La réduction, elle est fonction de la quantité de masse maigre avant la diète. Elle est fonction du poids au début de la diète. Bon, on peut aussi remplacer certaines graisses par des triglycérides à chaîne longue, par des triglycérides à chaîne moyenne, qui va procurer une meilleure satiété. Bon. Les régimes, la reprise pondérale après ce type de régime, elle est plus faible qu'avec les autres types de régimes. Mais quand même, malheureusement, il y a 2/3 du poids perdu au bout de 4 ans et demi. Parce que derrière, souvent, la grande difficulté, c'est pas perdre du poids, c'est ne pas le reprendre. Parce que derrière, il n'y a pas de vrai suivi, parce que derrière, il n'y a pas de vrai conseil alimentaire au suivi du patient à long terme. Et puis, il n'y a pas de vraie prise en charge psychologique, etc. Bon, c'est tout un contexte. Malheureusement,
Vous voyez, il y a des études qui montrent qu'au bout de 5 ans, il y a 80% du poids perdu qui est repris. Hein. Et moins de reprise de poids chez les personnes associant apport journalier faible en lipides, hein, physique régulière. Et surtout, réduire au maximum les glucides. Hein. Donc on peut perdre quand même malheureusement un peu de masse maigre, 4 à 10%, pardon, pour ceux qui n'ont pas du tout d'activité physique. Si on maintient une activité physique, on arrive à ne pas perdre de masse maigre au cours de ce type de régime. Important, on peut mesurer le rapport perte de masse maigre sur perte de poids total. C'est inversement lié à la quantité de masse grasse. Elle est relativement moindre chez les personnes les plus obèses que chez les personnes non obèses. Hein. Elle est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Elle est nulle si une activité physique associée. Donc c'est pour ça que c'est important de maintenir une activité physique associée. La perte de poids, elle se fait principalement au niveau du tissu graisseux abdominal viscéral, hein, mais aussi au niveau du tissu abdominal sous-cutané, en augmentant l'hydratation du tissu graisseux. L'effet de la perte de poids sur le muscle, elle augmente les protéines musculaires liées à l'oxydation des lipides et elle va abaisser le glycogène musculaire. Les bénéfices donc, qui peuvent être physiques avec une baisse de la glycémie chez le diabétique de type 2, baisse de pression artérielle chez les sujets hypertendus, réduction de la stéatose hépatique, amélioration de la respiration chez l'insuffisance respiratoire, notamment le risque d'apnée du sommeil qui va être réduit. Hein, et on va réduire le risque chirurgical. Il peut y avoir des bénéfices psychologiques, hein, avec effet euphorisant attribué au corps cétonique, asthénie peu fréquente. Ça encourage facilement la poursuite du régime. Ça a une absence de faim pendant le régime. Il y a une baisse de l'anxiété, une régression de la dépression et une amélioration de l'image du corps qui se fait assez rapidement. La qualité de vie, elle est souvent maximum à la fin du régime. Elle est corrélée à une perte de poids au maximum. Elle s'améliore avec un état de santé mentale, vitalité, comportement social. Et il y a une baisse progressive par la suite, due à une reprise du poids, avec une santé psychologique qui peut augmenter légèrement sur le long terme. Alors, juste deux mots, parce qu'il y a différents labos qui font différentes diètes protéinées. On a vu hier M. Rapin proposant d'enrichir plutôt certains types d'acides aminés, plutôt de la tyrosine le matin. Ça marche aussi. On peut donner aussi en complément alimentaire de la tyrosine pour stimuler la sensation de satiété. Donner plutôt du tryptophane, par exemple le Thérisor, c'est ce qu'il fait à 17h pour justement réduire ces sensations d'angoisse et améliorer le taux de sérotonine et le bien-être. Ça, c'est une chose qui fonctionne bien. Et moi, je suis aussi pour éviter les reprises de poids. Souvent, quand j'ai remarqué, moi, j'ai pratiquement, les gens qui suivent la diète protéinée ont pratiquement jamais reprise de poids parce que j'utilise des diètes végétales. Parce que si vous utilisez des diètes notamment riches en produits laitiers, pour lesquelles les gens ont une intolérance ou plutôt une allergie alimentaire, et bien finalement, on a vu qu'on pouvait, pour ça que j'ai posé la question ce matin, augmenter le facteur FIAF, c'est-à-dire qu'on va inhiber, un facteur qui procure la satiété. Et ce qui fait que dès qu'on arrête ce type de régime, hein, notamment s'il y a une flore déséquilibrée, finalement, la personne va compenser derrière. Alors que si on a en même temps traité son inflammation, on a donné des prébiotiques, on a donné des aliments pour lesquels le sujet n'est pas allergique, et bien derrière, il n'y aura pas de reprise de poids à la reprise progressive de l'alimentation. Donc ça, c'est le capital. C'est une nouvelle manière de voir la diète protéinée. Il y a des confrères qui disent ça comme un tiroir-caisse. Désolé de le dire, mais et c'est pas une vraie prise en charge correcte. Alors qu'une vraie prise en charge correcte doit faire prendre en charge le patient globalement et des conseils alimentaires si possible. Les gens ont les moyens de faire ce test IMUPRO. Et derrière, la reprise de l'alimentation se fera en fonction des allergies alimentaires et leur proposer des protéines qui sont compatibles à leur immunité. Et là, on a des résultats qui sont complètement différents, hein, et beaucoup plus rapides que si on n'a pas fait ce test. Et puis aux personnes qui ne sont pas... et de toute façon, même si les gens n'ont pas les moyens de faire l'IMUPRO, moi j'arrête systématiquement au moins gluten et produits laitiers de base. Et déjà, rien qu'avec ça, j'ai pas mal de résultats. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vais pouvoir répondre à une ou deux, trois questions. Il y a la dame là, premier.
Oui, je voudrais poser une question à propos de la sécrétion des corps cétoniques, Ouais. qui s'accroît lors des régimes hyperprotéinés. Les corps cétoniques, est-ce qu'ils n'ont pas des effets, notamment sur l'équilibre psycho-émotionnel? Ils ont plutôt des effets, comme on dit, euphorisants. Et donc, ce qui fait que les 3 premiers jours où il n'y a pas de corps cétonique, donc c'est un peu difficile, la sensation de faim, mais après, c'est un effet coupe-faim. Les gens en état de jeûne n'ont pas faim. Bon, après, il y a aussi donc il y a ce jeûne entre guillemets protéiné. Il y a d'autres personnes qui ont tenté des jeûnes absolus, c'est-à-dire uniquement hydratation. Bon, pour moi, le jeûne, c'est pas fait pour maigrir. Ça peut être le vrai jeûne pur. C'est un intérêt pour la détoxication. Voilà, c'est-à-dire que les gens, pour les problèmes de pollution, ça marche bien. Mais la jeûne pure, on peut voir quelqu'un qui font des jeûnes, ils peuvent mourir gras. Donc c'est pas du tout adapté dans le cadre d'un surpoids, parce qu'il faut quand même consommer un petit peu de glucides pour maigrir. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez du recul concernant les effets éventuels sur la fonction rénale, effet des déchets azotés, et puis 2, sur la minéralisation osseuse? Parce que c'est un régime qui est acidifiant et qui pourrait avoir... C'est pour ça que je propose de corriger l'acidité par du citrate de calcium et de magnésium. Bon, il existe aussi d'autres, de consommer des fruits et légumes. Et d'autre part, c'est vrai que les déchets azotés vont augmenter les premiers temps, puis après ça va se réguler. L'organisme il va s'habituer. Et puis en fait il y a un turnover important au niveau musculaire. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une activité physique pour favoriser une stabilisation musculaire. Et s'il n'y a pas d'activité physique, il y a obligatoirement perte de masse maigre. Autre question? Ouais. Là, j'ai pas d'expérience pour. Moi, c'est méthode rapide, méthode à la japonaise, quoi, comme si on peut dire. Voilà. C'est dans le temps, voilà, dans le temps où il n'y avait pas de protéines équilibrées, il y a eu des accidents. Maintenant, il n'y a plus d'accidents. Mais ce qui est malheureux, c'est que derrière, souvent, c'est pas le fait de faire maigrir cette personne avec le régime, c'est que derrière, c'est faire tout ce qu'il faut pour maintenir le patient et faire en sorte qu'il comprenne la pathologie qu'il a et de traiter, c'est pour ça que je dis l'important, c'est de traiter une maladie inflammatoire chronique et qu'il faut traiter, s'occuper du tube digestif. Combien de personnes en fait, qui viennent qui ont un problème de surpoids, en fait, ils ont beaucoup de troubles digestifs associés et c'est ça le plus important. Et comme je dis, il y a des cas où j'ai refusé de faire des personnes qui venaient pour une diète protéinée, j'ai refusé de la faire parce qu'ils étaient en obésité sarcopénique. C'est-à-dire qu'ils avaient une insuffisance musculaire, ils avaient trop de gras, donc d'abord, je dis il faut remanger correctement pour refaire du muscle. Et dans un second temps, on pourra commencer à faire un régime amincissant. Dans le premier temps, c'est regagner du muscle. Il est hors de question de faire maigrir quelqu'un qui n'a pas assez de muscle. L'important, c'est de lui redonner du muscle. C'est-à-dire il ne va pas perdre de poids, en fait. Pour moi, pendant le premier mois, il ne va pas perdre de poids, mais il va perdre du gras, il va augmenter du muscle. Et en fait, vous l'avez amaigri.